Merci beaucoup à Anne, merci beaucoup à Raphaël. Bonjour à vous toutes et tous, je suis ravi d'être là, je suis ravi de vous voir, je suis ravi de voir des extérieurs aussi de l'université qui me font plaisir d'être là. Avant de commencer, on a pris un petit peu de retard, mais malheureusement on va en prendre encore un petit peu parce qu'il y a un portefeuille qui a été retrouvé dans l'amphithéâtre. Là, je sens que j'ai l'attention de tout le monde, bizarrement. Il faut que je retrouve le ou la propriétaire. Il n'y avait pas de papier d'identité, par contre, dedans. Il y a un indice, toutefois. On sait que c'est un flambeur ou une flambeuse qui en est le propriétaire. C'est un bon début. Autre chose, dans le portefeuille, on a trouvé des objets qui n'ont rien à faire dans un portefeuille. À commencer par cette pince. Monsieur, ça ressemble à une pince à épiler. Ah oui, il ne fallait pas arriver en retard. Non, je plaisante. Monsieur, regardez la pince, montrez-la à tout le monde. Voilà. Ici également, un morceau de papier. Monsieur, est-ce que je peux vous tendre ce morceau de papier? Vous demandez de le déplier, le regarder sous toutes ses coutures, voir s'il n'y a rien à l'intérieur. Vous pouvez le montrer peut-être des deux côtés en levant un petit peu la main en l'air pour que toute notre assemblée... Oh, il y a de la technique là. Il y a du travail très professionnel. On peut l'applaudir. Monsieur, je vous confie votre prénom. Olivier, je vous confie le briquet. Je vais vous demander de vérifier si le briquet fonctionne. C'est important. Ouais, ça a l'air d'aller. La pince à épiler. Je ne sais pas si elle fonctionne. Je vais la prendre et on va mettre simplement le papier blanc comme ceci sur la pince à épiler. Il y a un proverbe qui nous enseigne que l'argent brûle les doigts. Ne clignez pas des yeux. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu un petit peu chaud. Si cet après-midi, la magie rentre vraiment dans l'université, et en particulier dans cet amphi, peut-être que mon papier blanc peut prendre beaucoup plus de valeur. Merci beaucoup. Madame, est-ce que ça vous étonne si je vous dis que ceci est mon tour préféré? Ça n'étonne jamais, effectivement. Je ne sais pas pourquoi, ça n'étonne jamais. Ce qui étonne en revanche peut-être davantage, c'est si après l'illusion du feu, l'illusion de l'argent, à quelques centimètres de vous, avec les manches relevées quand même, si j'arrive à vous donner cette fois-ci l'illusion de la vie. Nemo, mon partenaire pour cette conférence et aussi dans mes spectacles. On peut l'applaudir plus fort que ça. Il a du mérite. Ok, merci pour lui. On va voir que le secret du magicien, ce n'est pas un secret comme les autres, ce n'est pas un secret qui ressemble au secret que le droit connaît, comme le secret de l'avocat, le secret médical ou même le secret de la vie privée. Que l'on parle de prestidigitateur, d'illusionniste ou de magicien, on renvoie à chaque fois à une même personne, c'est-à-dire celui qui va donner l'illusion de la vraie magie. Littéralement, donner l'illusion qu'il a des véritables pouvoirs magiques, mais à l'inverse d'un sorcier, à l'inverse d'un chaman, il ne prétend pas avoir de vrais pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a un pacte implicite avec le public sait que c'est de la simulation, mais il prend son plaisir en regardant ce spectacle et le magicien ne prétend pas autre chose que le divertir, l'étonner, l'émouvoir. On verra qu'il y a plusieurs émotions qui peuvent être produites, mais on est vraiment dans l'illusion de l'impossible. En magie, en effet, il y a ce que le public voit, ce que vous allez en l'occurrence voir tout à l'heure, dans quelques minutes, et il y a évidemment ce que le public ne voit pas. Et le tour de magie, le numéro de magie, c'est souvent la partie visible de l'iceberg. Et du coup, c'est important que le public ne voit pas ce qu'il ne voit pas, et c'est important en même temps que ces éléments secrets soient bien présents, parce que le tour de magie, le numéro, ne peut se réaliser sans tout ce qui se passe en amont. Mais c'est vrai que du coup, dans certaines créations comme les numéros de magie, il y a d'autres éléments que le secret en tant que tel. Mais je vais vous donner un exemple très simple pour vous faire comprendre quand même l'importance pour le magicien du secret. Imaginez, vous assistez à un spectacle de cirque et il y a un jongleur. Le jongleur commence par jongler avec 3 massues. Classique. Il commence à jongler avec 4 massues. Pas mal. Et puis il prend la 5e. Là, on franchit un cap. Il commence à lancer ses 5 massues, ça tombe. Ah, il se baisse, il ramasse, il reprend. Vous pouvez être certain que quand il va reprendre après la première chute, il aura plus d'applaudissements que s'il n'avait pas fait tomber, parce que les gens vont mesurer la difficulté et le risque attaché à la performance. Vous voyez ? Le magicien, si la partenaire se casse la figure quand elle est en train de voler à 1,50 m de haut, ou si mon poisson rouge apparaissait mort dans le verre d'eau tout à l'heure, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance, si vous voulez. Il n'y a pas de deuxième chance, on ne peut pas se rattraper. L'échec
n'est pas salutaire pour le magicien, sauf à quelques exceptions près, notamment dans des tours avec des jeux de cartes, où le magicien fait semblant de ne pas retrouver du premier coup la carte, choisie par le spectateur, pour la retrouver plus tard. Alors, je vais vous dire une chose, peu importe ce que révèle la vidéo, que ce soit vrai, que ce soit faux, que ce soit partiellement vrai, peu importe, j'ai envie de dire, le mal est fait. Dans tous les cas, la personne qui visionnera cette vidéo n'aura plus la même perception du numéro de magie ensuite. Il lui reviendra forcément en tête ce qu'elle a vu dans cette vidéo et j'ai envie de dire, voilà, le mal est fait. Quand bien même les explications seraient erronées ou seraient justes. Ça, c'est presque un détail. Donc voilà, ça c'est le type d'atteinte le plus grave parce que ça se passe en dehors de la communauté des magiciens. Et du coup, sur le plan juridique, ça va être très compliqué pour nous parce que comme les magiciens existent en communauté, vous avez des fédérations nationales, une fédération internationale, on pourrait tout à fait imaginer un corps de règles, type déontologie, code de conduite, comme vous avez par exemple chez les notaires, chez les médecins, chez les avocats. Et du coup, ce code moral de déontologie lie tous les professionnels. Le problème, c'est que ces règles-là ne peuvent pas s'appliquer à des membres étrangers à cette communauté. Or ici, la révélation des secrets, elle peut très bien venir, et c'est d'ailleurs le plus souvent le cas, de personnes qui ne sont pas du tout membres de la communauté magique. Et là, ce sera beaucoup plus difficile de faire respecter à leur égard des règles déontologiques de non-divulgation des secrets. Vous voyez? Donc ça, juridiquement, c'est une vraie question. J'avais écrit un article qui s'appelait la Lex Magica, où je me demandais s'il n'existait pas, à l'instar de la Lex Mercatoria, la loi des marchands, un ensemble d'usages applicables au milieu des magiciens. Une des limites de cette Lex Magica, c'était justement sa non-application en dehors du cercle des magiciens. Que ce qui va être protégé, ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas un effet magique, par exemple volé sur scène, c'est le numéro dans lequel s'insère ce tour de magie. Et quand vous lisez la décision du juge, c'est très clair. Ils disent qu'en fait, l'ensemble théâtral fait l'objet d'une protection. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les évolutions aériennes en tant que telles, ce n'est pas seulement l'illusion du vol, mais c'est aussi la musique, la mise en scène, la présentation, la dramaturgie. Et chez David Copperfield, pour le coup, c'est toujours extrêmement fourni de ce côté-là, vous voyez. Et là, du coup, la protection, pour vous répondre, s'est étendue à l'ensemble du numéro pour sa partie visible. Ici, n'ont pas été discutés les éléments techniques, les éléments du secret. Ça, c'est plutôt la protection au titre du brevet, je vais y venir tout à l'heure. Là, cette affaire était rendue sous l'emprise, enfin sous l'application, excusez-moi, du droit d'auteur. Et là, on a considéré, et c'était la première fois que c'était dit par un juge français, que le droit d'auteur protégeait la création magique à condition que ce soit une création originale. Et pour caractériser l'originalité, qui est la condition du droit d'auteur, les juges ont justement pris la peine de relever tous ces éléments de théâtre qui venaient servir, qui venaient appuyer la création magique en tant que telle. Donc, pour répondre encore plus précisément à votre question, aujourd'hui, vous avez des dizaines de magiciens qui font ce qu'on appelle des flying, qui s'envolent sur scène. Aucun d'entre eux n'a été attaqué en justice par David Copperfield. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas protéger le tour en tant que tel. On ne peut pas se l'accaparer. C'est exactement comme si un romancier disait « Je m'accapare le thème de l'amant qui provoque une rupture dans un couple ». C'est un thème tellement commun qu'on ne peut pas le protéger. Ce serait la sclérose des idées et de la création. Donc là, ce n'est pas le tour qui est protégeable, mais votre façon de le présenter, votre présentation. Goldin n'a pas inventé ce tour, mais il l'a rendu plus moderne. C'est-à-dire que dans la première version, qui date du début du 19e siècle, du début du 20e siècle, et qui est, d'un magicien qui s'appelle Selbit, vous aviez les deux caisses qui étaient séparées, mais vous ne voyez rien de la partenaire. Pas les bras, pas les jambes, pas la tête. Goldin, lui, il a rendu possible ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on voyait une grande partie du corps, ce qui était évidemment beaucoup plus impressionnant. Et Goldin était très procédurier, il avait très peur évidemment qu'on lui pille ses créations, donc il a fait une demande de brevet. Ce brevet lui a été accordé sur le territoire américain en 1923. Donc tout va bien, a priori, voilà, pour lui, jusqu'à ce qu'il fasse les frais, tenez-vous bien, non pas de la révélation du secret par un journaliste ou par un magicien, non pas du vol de son numéro par un confrère, mais
qu'il fasse les frais d'une campagne de publicité pour des cigarettes. S'ensuit alors une campagne de publicité en 1933, 10 ans après le dépôt du brevet de Goldin. Autrement dit, un brevet ça dure 20 ans non renouvelable, il y a encore 10 ans de protection. C'est important. Hein. Et la campagne publicitaire adopte le slogan suivant, l'accroche suivante. C'est amusant d'être trompé, d'être bluffé, mais c'est plus amusant de comprendre. Et dans ces publicités sur ces paquets de cigarettes ou dans des affichages dans les revues ou même dans les grands panneaux extérieurs dans les espaces publics, Kamel va dénoncer plusieurs supercheries, à commencer par celle du tabac grillé, évidemment, de son concurrent. Mais Kamel va aller plus loin et va révéler un certain nombre de secrets dans plusieurs domaines, des secrets liés à ce qu'on appelle les expériences de physique amusantes, des espèces de paris que vous faites avec des amis dans les bars, etc. Et puis il va y avoir la publicité de trop, celle-là. Dans une de ces publicités, Kamel va révéler le secret de la femme coupée en deux tel que Goldin la présente. Horace Goldin met évidemment ses avocats sur l'affaire, ils assignent immédiatement en justice, et là vous avez une des plus retentissantes décisions rendues en matière de protection des numéros de magie. C'est un arrêt de la District Court de New York, cette fois, de janvier 1938. Et là, Goldin va être débouté, en fait. Va être débouté de ses demandes, et de façon un peu rude, un peu sévère quand même. C'est-à-dire que quand vous déposez un brevet, si le brevet vous est octroyé, il devient public ce brevet. Et vous pouvez très facilement, surtout à l'heure d'Internet aujourd'hui, obtenir une copie du brevet. Et du coup, vous savez que vous devez, la loi dit, faire une description la plus précise possible de votre invention, de vos revendications. Il y a des dessins techniques, des plans, et du coup tout l'appareillage de Goldin était décrit sous toutes ses coutures, avec le positionnement des partenaires, etc. Il y a beaucoup de milieux où ça ne pose pas de problème de divulguer entre guillemets les secrets. Pour le magicien, c'est gênant, parce que certes, personne pendant la durée du brevet n'aura le droit de reproduire le tour, il est protégé. Mais par contre, le secret, lui, devient accessible. Il devient parfaitement accessible et connu. Alors moi, ce qui m'est arrivé de faire il y a quelques années, c'était des ateliers magie dans des centres de loisirs, donc c'était pas directement les écoles, mais l'idée c'était que j'avais les enfants tous les jours pendant 1 heure ou 2 heures, et on avait un atelier magique, et la première chose que je faisais avec eux, c'était la conclusion du pacte du secret. Et les enfants, il y en avait qui avaient 6-7 ans, d'autres qui avaient jusqu'à 13 ou 14 ans, mais je prenais le temps de leur expliquer, notamment à l'heure d'Internet, à l'heure de ces attentes multiples, l'importance du secret du magicien et le fait qu'ils allaient être vraiment des dépositaires, c'est-à-dire qu'il y avait une confiance, il y avait un pacte qui allait se sceller entre nous, et du coup tous prêtaient serment symboliquement avant qu'on commence le stage. Et j'ai recroisé des parents, parce qu'on faisait un spectacle en fin de semaine devant les parents, il y avait des mamans qui étaient parfois émues aux larmes de voir leurs gamins faire des choses spectaculaires, et je recroisais des parents plusieurs années après qui me disaient « mais vous savez qu'il n'a jamais voulu nous expliquer comment il avait fait ». Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, on pouvait vraiment sensibiliser, faire passer cette culture du secret. Et je crois aussi que quand ils ont vu l'importance du travail, au-delà du simple, de la maîtrise technique, qui est déjà compliquée, le magicien, il doit faire oublier la technique. Et du coup, il va le faire grâce au travail de mise en scène, de présentation, de texte, de déplacement en scène, d'habillement, etc. Ils ont mesuré la difficulté, le travail que ça représentait, et je pense que spontanément, ils n'avaient pas du tout envie de gâcher cela, vous voyez, en révélant, divulguant le secret. Ce qui était intéressant dans ce cadre-là aussi, c'est que le matériel de magie était construit par tous les enfants avant et après qu'ils passent du temps avec moi. Donc il y avait une espèce d'exercice collectif, on devait faire des boîtes où on faisait apparaître des foulards, ils peignaient les boîtes, ils avaient les plans que je leur fournissais, et du coup avec du contreplaqué, de la peinture, des adhésifs, et bien tous ensemble ils faisaient le matériel. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit parfois la magie comme une discipline un peu isolée, contrairement à des disciplines comme la musique, comme le cirque, où les gens travaillent beaucoup plus en équipe. Le magicien, on a un peu ce côté, chacun est un peu dans son coin, chacun protège ses secrets. Et là, du coup, il y avait cette dimension du travail de groupe. Et la plupart des numéros de magie qu'on présentait devant les parents, c'était des numéros qu'ils jouaient à plusieurs aussi. Ils étaient 3 ou 4 par tableau. C'était pas une présentation individuelle. Donc là, je crois que c'était une bonne façon de créer du lien entre les enfants et aussi de les sensibiliser à ce travail et à ce secret, à l'importance du secret. Il y avait monsieur avant, je crois. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut enseigner la magie sans révéler des secrets? On les révèle. On est bien obligé de les révéler. Après, je crois qu'il y a cette question de confiance qui est fondamentale. Et puis, du coup, la magie, c'est un petit peu comme la musique. Vous commencez avec le solfège, c'est-à-dire qu'il y a des bases, il y a des gammes que l'on apprend.
Et c'est petit à petit que les secrets vont devenir plus importants, peut-être plus secrets aussi, entre guillemets. Vous avez un magicien qui s'appelle Jacob Loshin, qui avait réfléchi sur la typologie du secret du magicien, et il avait vu qu'il y avait en fait 3 types de secrets magiques. Il y avait des secrets qui étaient facilement accessibles au grand public, c'était le cercle le plus large. Il y avait à l'intérieur un premier cercle concentrique des secrets moyennement accessibles au grand public, et enfin un tout petit cercle de secrets absolument pas accessibles au grand public. Et du coup, il est évident que vous allez commencer avec des secrets assez généraux, et il faudra que la personne fasse ses preuves et montre un intérêt suffisamment important pour que vous alliez vers le centre des secrets. Voilà. Mais de toute façon, on ne peut pas enseigner effectivement sans la révélation des secrets. Et de toute façon, même quand on n'est pas dans un contexte d'enseignement, quand vous regardez sur YouTube et autres, vous avez un tas de supports, même dans les boîtes de magie qui sont parfois dotées de vrais secrets de magie, les boîtes de magie pour enfants, vous avez déjà un certain nombre de secrets, parfois de haute qualité, qui sont déjà transmis. Donc autant que ce soit transmis dans le cadre d'un vrai enseignement, un enseignement physique de personne à personne. Vous aviez, à mon époque, c'était ça, vraiment une transmission de personne à personne. Il y avait vraiment le côté rite initiatique, vous voyez, pour rentrer dans un club de magie ou dans un magasin de magie, il fallait avoir prêté serment, etc. Aujourd'hui, avec Internet, n'importe qui peut acheter des tours, peut accéder même à des secrets. Si vous avez de l'argent, vous pouvez quasiment vous acheter un flying, le flying de David Copperfield, 500 000 € à peu près, ça va. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose que Internet, pour le pire et pour le meilleur, a entraîné, une vraie banalisation des secrets. Ouais. Penn et Teller, ce sont un peu les mauvais garçons de la magie parce qu'une partie de leur spectacle repose sur la révélation de secrets. Et ce sont des vraies méthodes qui sont révélées. Alors ça arrive aussi qu'il y ait un twist, c'est-à-dire qu'après la révélation du secret, finalement ils nous bluffent parce qu'on se rend compte que c'est pas le véritable secret qui a été utilisé ou qu'en tout cas il y en a un autre. Et il y avait une émission sur M6 qui s'appelait Magiciens leurs plus grands secrets qui procédait de la même façon. C'est-à-dire qu'on prétendait vous expliquer l'envers du décor avec une méthode qui était un peu fallacieuse, et en fait après on se rendait compte que finalement on n'avait pas compris, et la magie en ressortait quand même vainqueur. Mais là, Penn et Teller, c'est vrai que parfois vous avez une explication entre guillemets pure et simple, mais ce sont des cas assez particuliers, ce sont des cas où l'explication est finalement encore plus ingénieuse que le tour lui-même. Et dans la plupart du temps, il y a un proverbe magique qui dit les magiciens sont les gardiens d'un coffre vide. C'est-à-dire que le tour de magie, il est souvent extraordinaire quand il est bien fait, il est très spectaculaire, mais son secret, c'est pour ça qu'il ne faut pas le révéler, il est souvent très décevant, il paraît extrêmement futile, vous voyez. Et parfois, par contre, le secret est beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus impressionnant que le tour lui-même, et c'est un peu dans cette démarche-là que Penn et Teller se faisaient. Alors après, ils ont tellement œuvré pour l'art magique, dans leur travail de recherche, dans leurs écrits et dans leur longévité, que personne n'est jamais venu les mettre au banc de la communauté magique. Je ne crois pas qu'ils aient fait du tort à des magiciens. Et qu'au contraire, ils ont fait un peu de teasing chez les spectateurs. Ils ont dit, ah tiens, les spectateurs, ils ont là, c'est des magiciens un peu différents. Voilà, globalement, la plupart de leurs numéros ne sont pas expliqués. Shadow, typiquement, est un des plus beaux secrets. Je crois même que les magiciens ne savent pas exactement comment ça se passe. Hein. Moi, je sais que c'est un des numéros qui encore me transporte complètement. Et voilà, mais vous avez raison de le remarquer. On a ici une dérogation notable à ce code classique de déontologie des magiciens. Je vais prendre une dernière question, parce qu'il est vraiment l'heure, mademoiselle. C'est le dernier contrat de signer entre les magiciens et leurs collaborateurs pour être sûr qu'ils... Oui, oui. David Copperfield faisait ça, Arturo Brachetti faisait ça, Peter Marvey, que vous avez vu, qui publiait les contrefacteurs, lui, il allait très loin. Quand il arrivait dans un théâtre, il faisait changer les serrures du théâtre pour être sûr que les techniciens étrangers à son équipe n'accèdent pas à ces numéros. Donc oui, ça arrive qu'il y ait des contrats. Copperfield, je sais qu'il travaille avec beaucoup de monde. Et la méthode de Copperfield, et j'avais eu une copie du contrat, c'était très impressionnant. Il y avait vraiment une espèce de sensibilisation au poids du secret qui allait être confié aux collaborateurs en disant voilà, c'est un secret qui a demandé énormément d'investissement, énormément d'années de travail, vous êtes responsable d'une partie de ce secret, beaucoup de personnes sont employées sur la base de ce secret, vous devez, etc. Et du coup, les secrets ont plutôt été bien tenus, et aussi parce que Copperfield avait l'intelligence de ne pas confier tous les secrets, la totalité d'un secret, à un collaborateur. C'était une espèce de répartition, et tout le monde ne savait pas forcément ce que les autres faisaient et qu'est-ce qu'ils connaissaient. Et donc globalement, les secrets sont plutôt bien restés protégés, et les révélations qu'on a eues étaient évidemment le fruit de personnes complètement extérieures, non seulement au staff des magiciens eux-mêmes, type le staff de Copperfield, mais aussi au monde des magiciens. Ouais. Voilà. Je vais devoir m'arrêter là, c'est très frustrant évidemment de s'arrêter. Merci de votre intérêt, vraiment.